Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live de Confine ta science. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Peut-être on va commencer en se présentant. Je m'appelle Paul. Euh, voilà. Bonjour, et moi je m'appelle Eva. On est ravis d'être avec vous. On travaille tous les deux dans l'association TRAS, qui est une association qui fait de la médiation scientifique et de l'éducation populaire autour des sciences. Et on est aussi tous les deux médiateurs, médiatrices à l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Un centre de sciences qui est situé dans l'École supérieure de physique et de chimie industrielle et dans une université qui s'appelle Paris Sciences et Lettres et qui, en ce moment, ce centre de sciences est évidemment fermé au public, parce que vous savez pourquoi. Et donc, on fait des animations en ligne pendant les vacances, comme sur Twitch. Là, voilà, vous êtes dessus, vous aussi, vous savez en fait. Euh, et voilà, donc on a fait ça pendant toute la période de confinement l'année dernière et on revient pour les vacances scolaires cette année. Et on vous fait aujourd'hui, on vous fait un live de Confitation. Et la semaine prochaine, il y en aura un deuxième à la même heure, vendredi prochain. Peut-être un mot sur ce qui se passe aujourd'hui. Il y en a que je vois dans le chat que vous êtes nombreux et nombreuses, c'est super. Il y en a qu'on connaît déjà, donc ils savent comment ça fonctionne. Il y en a, je ne suis pas sûr que vous soyez déjà venus, donc c'est la première fois peut-être que vous êtes là. Donc n'hésitez pas à participer, à mettre des commentaires dans le chat. Si vous avez un compte Twitch, vous pouvez nous envoyer, nous on lit le chat, on voit vos questions, on les prend en compte, on s'arrête pour y répondre, on ceci, on cela, tout ça. Par contre, du coup, ça nécessite que le chat soit pas complètement inondé de messages qui n'ont plus rien à voir avec la choucroute, sinon on peut plus trop lire ce qui se passe. Et puis aussi, comme le chat, c'est un espace de communication, merci de rester courtois dedans, de pas l'inonder avec des messages qui n'ont rien à voir, de pas vous insulter, de pas dire des propos déplacés. Si jamais il y a des problèmes dans le chat, il y a notre collègue Alice qui est avec nous, qui va peut-être se manifester dans le chat et qui est là, qui pourra vous envoyer des messages pour vous dire si jamais ça va pas. Et si jamais aussi vous avez le moindre problème pour voir la vidéo, pour nous communiquer, pour n'importe quoi, n'hésitez pas à le dire dans le chat et Alice essaiera de vous aider, de trouver une solution pour résoudre le problème. Et si jamais vous n'avez pas de compte Twitch, vous pouvez regarder la vidéo, mais vous ne pourrez pas interagir dans le chat. Cela dit, vous pouvez quand même nous envoyer un mail à l'adresse confintascience@gmail.com. Nous, on garde un œil sur nos mails. Donc, si on voit des questions qui arrivent à cette adresse, on les prendra en compte et on les répétera pour que tout le monde puisse les entendre et on y répondra. Et voilà. Et si c'est un problème, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un mail à confintascience@gmail.com. Voilà pour tout le blabla de départ. Si j'oublie quelque chose, n'hésite pas à me couper, Eva, et à rajouter des choses. Jusque-là, tout va bien. Et sinon, eh bien, on va peut-être commencer à parler du sujet du jour. Alors, aujourd'hui, on va parler d'insectes. On va avoir avec nous tout à l'heure, vous verrez François Lasserre, qu'on vous présentera et qui va nous aider à identifier des insectes que vous nous avez envoyés. Vous nous avez envoyé plein, 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 plein de photos et elles sont super. Je pense qu'on peut déjà commencer par vous remercier d'avoir partagé autant de photos. C'est vraiment, vraiment super. Et donc on va parler d'insectes. Peut-être avant de retrouver François, on voudrait un peu parler avec vous, voir ce que vous pensez quand on parle d'insectes. Alors, je te laisse commencer, Eva. Alors, pour ça, on vous propose de créer un nuage de mots et en fait d'écrire tout ce qui vous passe par la tête quand je vous dis le mot insecte. Alors du coup, Alice ou Clémentine vont donner le lien auquel il faut se rendre pour remplir ce petit nuage de points. Et donc, je vous invite à écrire tout ce que vous évoque le mot insecte. Alors, vous n'avez pas tardé à voir le lien apparaître dans le chat. Alors oui, il y a un petit truc que je n'ai pas dit. Il y a un décalage d'environ 15 secondes entre le chat et l'image. Donc quand vous nous posez une question, nous, on ne la voit pas tout de suite. Et quand on dit un truc, ça n'arrive pas tout de suite dans le chat non plus. Voilà, ça y est, il y a le lien. Donc vous pouvez cliquer là-dessus. Et donc la question qu'il va vous a posée, c'est quand on dit insecte, vous pensez à quoi? Et si vous pouvez donc cliquer sur le lien et taper les mots auxquels vous pensez quand vous entendez parler d'insectes. Et on va voir quels sont les mots qui reviennent le plus souvent entre vous.
Alors, vous pouvez les Alors, mettre dans oui, je le... vous invite à le faire sur le lien qu'on vient de vous envoyer et pas sur le chat. Ah voilà, je commence à voir plein de petits mots qui s'affichent. Et si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter sur le site et que du coup vous voulez nous les envoyer via le chat, précisez-le nous et on les mettra pour vous. Mais si vous pouvez le faire vous-même, c'est mieux. Alors, on voit déjà plusieurs fois 6 pattes. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, petit, minuscule. Alors, on a plusieurs choses. Je vois qu'on commence à avoir des noms d'insectes comme bourdon, fourmi, papillon, moustique, coccinelle. Il y a des mots un peu plus qui veulent plus parler du physique. Alors, il y a des mots complexes comme exosquelette, à voir ce que c'est. Je vois abdomen. Je vois respiration chelou. Alors, je me demande ce que ça peut bien signifier. Est-ce qu'ils font du bruit quand ils respirent, les insectes? Je sais pas, moi, j'ai pas encore entendu ça. Je vois antenne. Alors, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a au moins 6 pattes sur les insectes. Il En y a tout cas, aussi... le mot pattes fait partie des mots les plus dits de toute façon. Donc, Oui, clairement, et les elle insectes ont des aussi. pattes. Ah, mais les ailes, alors, on ne sait pas combien forcément. On sait juste qu'il y a des ailes. Alors, il y a un autre mot qui m'a interloqué. Est-ce que je vais le retrouver? Alors, je vois humidité. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Biotope. Ok. Eh ben, on a effectivement tout un tas de mots. En tout cas, on voit très clairement que ce qui revient le plus souvent, il y a vraiment plusieurs personnes parmi vous qui l'ont dit, c'est six pattes. Ça a l'air d'être le truc il y a plein de monde qui ont en tête. Et après, ce qui revient le plus, c'est minuscule, abeille, petit, animal, papillon, aile et pattes. Ça nous donne un aperçu de ce à quoi vous pensez en premier, dans le chat, quand on vous parle d'abeilles. On pourra voir tout à l'heure, quand François va nous rejoindre, il pourra nous dire si vous pensez comme tout le monde et que c'est à peu près ce qu'il entend quand il parle d'insectes ou si pas du tout. Peut-être vous êtes très originaux, on verra ce qu'il en pense. Vous pouvez marquer plusieurs mots. Il y a une question de Quentin 1478 dans le chat. Vous pouvez mettre plusieurs mots si vous voulez. Et par contre, vous ne pouvez mettre qu'une seule fois chaque mot. C'est-à-dire que si vous écrivez 50 fois abeille, il n'y aura pas 50 fois le mot abeille qui sera rentré. Je vois miam aussi. Je me demande, est-ce qu'on miam, on les mange? Il y a des gens qui mangent des insectes, peut-être, c'est pour ça. Ok. Et ben, je trouve ça super. Si vous pouvez continuer à en mettre, on va peut-être passer à C'est la très suite. riche. Et on va essayer. Alors, il y a déjà plein d'éléments que vous avez mis dans ce nuage de mots. On va essayer d'être un peu plus concret, toujours avant de rencontrer François. D'être un peu plus concret, on va essayer de voir si on arrive à se mettre d'accord tous ensemble. Vous allez pouvoir nous envoyer vos suggestions dans le chat sur une définition de ce que c'est un ou des insectes. Là, vous nous avez mis plein de mots. Mais alors, du coup, maintenant, si on devait écrire une définition, c'est quoi concrètement un insecte? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous sauriez me dire dans le chat? Et on va un peu prendre toutes les idées que vous avez pour en faire une définition commune. Alors, donc là, comme tout à l'heure, je vous avais dit, il y a 15 secondes de décalage entre l'image et le chat. Donc, du coup, il y a les 15 secondes où j'attends vos réponses, mais c'est normal. Alors, on a une première réponse d'Anna Fanta qui nous dit un insecte, sa définition, c'est 6 pattes, une tête, un thorax, un abdomen. Très bien. Alors oui, donnez-nous votre définition, mais sans copier, je ne vous l'ai pas dit, mais n'allez pas regarder dans un dictionnaire, ça ne nous intéresse pas. Là, on veut savoir ce que vous pensez, ce que vous avez comme définition en tête quand on vous parle d'insectes. Puis on verra tout à l'heure s'il y a des subtilités à avoir en tête, mais pas besoin d'aller regarder une vraie définition officielle. On veut votre définition à vous. Alors, on nous dit un truc minuscule qui peut avancer. Donc, ça, c'est l'idée que c'est petit et que ça peut bouger. Donc, que c'est vivant. C'est un être vivant qui a 6 pattes et une ou plusieurs paires d'ailes. 6 pattes, 6 pattes. Bon, j'ai l'impression que tout le monde a l'air d'accord sur le fait que ça a 6 pattes.
Un animal invertébré à 6 pattes qui respire par des trachées, mais je ne suis pas sûr. Ah, bah ça, c'est une question qu'on pourra garder pour plus tard. Comment ça respire un insecte? Ça respire par des trachées. Un animal à 6 pattes, c'est un truc important pour la nature. Animal petit mais rapide, animal avec un exosquelette avec 6 pattes qui aime terroriser les gens, mais qui est important. Très bien, donc qui aime terroriser les gens, hein, c'est important. Ok, alors je pense que on va pouvoir se mettre d'accord sur un truc que vous avez quasiment tous dit, c'est que les insectes ont 6 pattes. Donc ça va faire partie de la définition, je crois, c'est complètement sûr. Abdomen, tête et thorax, et qui possèdent aussi, on va garder un peu ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez parlé d'abdomen, de tête, alors pattes P-A-2-T-E-S, sinon c'est les pattes qu'on cuisine. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez parlé de tête, vous avez parlé de thorax, vous avez parlé d'abdomen et vous avez parlé d'ailes. Donc les insectes, ça a l'air d'être des machins qui sont constitués de pattes, de tête, de thorax, de 6 pattes, d'une tête, d'un thorax, d'un abdomen et d'ailes. On verra peut-être plus tard si... Il y a eu donc le fait que c'est quelque chose de vivant, ça a l'air d'être important, c'est vivant, c'est un animal, c'est petit. Plusieurs fois, c'est revenu l'idée que c'est quelque chose qui est forcément petit. Les ailes, on l'a dit, ça pique des fois, mais si c'est des fois, c'est que ça ne fait pas partie de la définition. C'est qu'il y en a oui, il y en a non. Et qui aime terroriser les gens. Bon, il n'y a qu'une seule personne qui l'a dit, ça, que ça aimait terroriser les gens. Donc, on va peut-être pas le mettre dans la définition. Ça n'a pas l'air d'être universel chez vous. Très bien. 3 paires de pattes, des mandibules, des antennes. Ah, est-ce que ça me des mandibules? On verra tout à l'heure. Donc là, on a une définition qui est la définition que vous nous avez donnée, vous. On verra si c'est une définition officielle. Ce qu'on vous propose, c'est de tout de suite retrouver François Lasserre. Alors, avant qu'il arrive, on va le présenter rapidement. François Lasserre, il est déjà, il aime bien les insectes, il est passionné d'insectes. Il a fait de la médiation, il fait beaucoup de médiation et de vulgarisation en entomologie, donc sur les insectes. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle L'inventaire des petites bêtes des jardins. Et il est vice-président de l'Office pour les insectes et l'environnement, l'OPI. Et on va le faire apparaître sur l'écran. Ça y est, il est là. Bonjour François. Bonjour François. Bienvenue parmi nous. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire encore sur toi qu'on n'a pas déjà dit? Non, juste qu'hier, l'OPI a fêté ses 50 ans, l'Office pour les insectes et leur environnement. C'est une association qui a commencé dans les années 60, au moment où on commençait à vraiment se dire, mais attends, les insectes, on est en train de tous les dézinguer, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et on a fêté nos 50 ans hier, un super colloque, toute une journée. Donc voilà, je suis très content. C'est ma semaine remplie d'insectes, et ça, c'est plutôt rare. En tout cas, jusque-là, c'était rare. D'habitude, tes semaines ne sont pas remplies d'insectes. En tout cas, pas chez les autres. Chez moi, oui, mais pas chez les autres. Ah oui, d'accord. Vas-y, Eva, pardon, je t'ai coupé la parole. Non, c'est bon. Eh bien, alors, on va peut-être enchaîner. Tu vas peut-être pouvoir nous dire ce que tu penses de ce qu'on a créé collectivement ensemble pendant le début de cette animation. On vient de faire une définition ensemble avec le public qui nous a dit que pour eux, les insectes, d'abord, c'était quelque chose de petit, que ça avait forcément 6 pattes, que c'était composé d'une tête, d'un thorax, d'un abdomen et d'ailes. Et je crois que c'est à peu près ce qui revenait sur tous les messages. Alors, est-ce que c'est bien comme définition ou est-ce qu'il faudrait rajouter des choses ou est-ce que c'est faux? Il faudrait complètement retirer des trucs. Alors, on voit bien qu'on est sur Confine ta science, parce que je trouve ça très technique, très juste et très rigoureux et très scientifique comme approche, parce que d'habitude, j'ai plutôt des nuages de mots avec dégueu, moche, sale, pique, etc., etc. Je vois plus de grand public que ce public qui a l'air quand même déjà averti ou alors sensibilisé. En tout cas, c'est une définition peut-être qu'il n'y a que les passionnés d'insectes qui nous ont rejoints aujourd'hui quand ils ont vu la thématique. J'en ai peur. Du coup, ça va être. J'ai même rien à faire pour sensibiliser. Tout le monde a l'air très sensible à la thématique insectes. Et c'est vrai que c'est une définition très technique. Et souvent, quand j'ai du grand public, vraiment du public familial, on me sort vraiment tout un tas d'autres
mots, j'aurais vraiment un nuage de mots très très différent. Et même les 6 pattes, évidemment, c'est pas encore très très connu puisque je ne sais pas du tout si c'est la majorité des gens, mais encore beaucoup de gens confondent les 1000 pattes, les araignées, les insectes, les crustacés, tout ça. Ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, la démarche qui est de les classer, elle est quand même un peu scientifique, naturaliste. C'est déjà faire un pied vers le vivant, mais côté science. Et les gens ne se préoccupent pas forcément de taxonomie, comme on dit, de classification des bestioles, à ce point. Taxonomie, qu'est-ce que ça veut dire, se préoccuper du taxonomie? C'est le fait de les mettre en taxon, en mots, en noms, de les ranger, de faire de la classification. D'accord, c'est de trouver des façons de les ranger espèce par espèce. Voilà, comme nous, on a été rangé Homo sapiens, ça c'est le registre de la taxonomie, c'est la branche de l'écologie, de la biologie qui les classe. Et donc, si jamais on croise quelqu'un dans la rue qui nous demande c'est quoi un insecte, est-ce qu'on peut lui répondre la définition collective qu'on s'est trouvée, ça va, ou est-ce qu'il faudrait qu'on se rajoute des choses? Alors, je suis à l'envers par rapport à ce que je vois, donc j'arrive pas à pointer du bon côté, mais voilà. Ouais, c'est quasiment ça. On pourrait aussi commencer par l'étymologie du mot insecte, ça veut dire découper. Insecte, ça veut dire découper. Les insectes sont découpés. Alors, il y a les choses qui paraissent évidentes, comme découper avec un abdomen, ce qui est dit une tête et un thorax qui manque ici. Donc, c'est vrai qu'il y a 3 grandes parties qu'on voit, mais même chaque partie est découpée en segments. Ils sont tous segmentés. Et le mot insecte vient du grec découper. D'accord. Donc, enfin, bon, insecte, c'est du latin, mais sectionné ou comme une section, quoi. Ça vient de là. C'est un animal, exactement, sectionné en sections. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que si on dit les 6 pattes, à la limite, c'est presque compliqué. Alors, c'est vrai que ce sont les seuls êtres vivants au monde à avoir 6 pattes. Lorsqu'ils sont adultes. En revanche, on les voit rarement tous quand ils sont adultes. Donc, on en trouve plein quand ils sont enfants. Et là, quand ils sont enfants, ou plutôt larves, il y en a qui ont 0 pattes, il y en a qu'on a l'impression qu'ils ont bien plus de pattes. Donc en général, quand on voit une bestiole, à part un exercice qu'on fait faire parfois aux enfants, c'est d'aller compter les pattes, mais c'est pas toujours facile, pas toujours évident de compter les pattes. Mais il y a un mot-clé que je trouve plus important dans la définition là, c'est le mot « aile ». Oui. Puisque parmi toutes les petites bêtes, d'ailleurs, on connaît tous les animaux qui ont des ailes dans le monde, et parmi ceux qu'on appelle des petites bêtes, des arthropodes, les seuls qui ont des ailes, ce sont les insectes. Donc, si on voit passer un truc en volant, on n'a pas besoin de courir après pour compter les pattes. Hein, c'est plus facile. Voilà. À partir du moment où ça vole, si ce n'est pas un oiseau ou une chauve-souris, ou un poisson ou un écureuil volant sous les tropiques, c'est un insecte. D'accord. Et est-ce que c'est forcément avec des ailes? Parce que je pense aux fourmis, par exemple, qui n'ont pas forcément d'ailes. Est-ce que c'est du coup obligatoire? Ça fait forcément partie de la définition? Alors, c'est une bonne remarque, c'est qu'il y a des insectes, alors qui sont encore classés dans les insectes, qui n'ont jamais eu d'ailes. C'est des insectes qu'on peut changer de forme au cours de l'évolution. Et il y a une grande partie des insectes qui ont perdu les ailes au cours de l'évolution. Elles leur permettaient plus rien du tout. Donc, il y a plein d'insectes, pas mal d'insectes qui, une fois adultes, n'ont effectivement pas leurs ailes ou des ailes rudimentaires, des tout petits bouts d'ailes. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où il y a des ailes, c'est forcément un insecte. Et c'est vrai que s'il n'y a pas d'ailes, dans ce cas-là, on peut se rabattre, si on veut vraiment les ranger, en comptant les pattes. D'accord. D'accord. Parce que ça, c'est sûr que 6 pattes, voilà, s'il n'y a pas d'aile et qu'il y a 6 pattes, c'est quand même un insecte. Pour savoir si on a un insecte en face de nous, si je résume, si ça volait et que c'était tout petit, c'est un insecte, on ne se pose pas plus de questions. Et si ça ne vole pas mais que ça marche, si on arrive à le voir, on compte les pattes, il y en a 6, on est sûr que c'est un insecte aussi. Voilà, on est certain que c'est un insecte. Et s'il y en a 5, on est aussi certain que c'est un insecte, mais à qui il manque une patte ou à qui quelqu'un a arraché une patte. Parce que les pattes, c'est toujours par paire. Et pour revenir sur les fourmis, en fait, toutes les fourmis ont des ailes, mais que certains individus de certaines castes au sein de la fourmilière.
Et ceux qu'on voit sont des individus de caste qui n'ont pas d'ailes, qui sont en général des ouvrières ou des soldats. Okay. Mais des frères et sœurs, à un moment de l'année, de ces mêmes fourmis, auront des ailes. C'est les fourmis qu'on appelle des ailes. Donc en fait, là, on tombe sur un cas particulier où dans la même colonie, il y a plusieurs castes, plusieurs catégories d'individus. Certains ont des ailes et certains n'en ont pas. Oh, très bien. Ouais. Non, bon, ouais. Et puis, si un truc vraiment à dire, je ne voudrais pas oublier, c'est qu'en fait, une fois qu'ils sont adultes, ils ont des ailes et ils sont définitivement comme ça, ils ne changent plus. D'accord. Alors, je vois que dans le chat, il y a pas mal de réactions sur la taille des insectes, sur le fait que c'est pas toujours forcément petit. Je vois qu'il y a plusieurs personnes, notamment Vince Angel 78, qui parlent du fait qu'il y a des insectes. Aujourd'hui, les insectes sont petits, mais dans le passé, ils ont pu ne pas du tout l'être. Ils parlent de libellules de la taille d'un aigle pendant le Carbonifère. Alors, est-ce que c'est vrai que les insectes, ça a pu être pas du tout petit, mais qu'aujourd'hui, ça l'est? Je voulais revenir sur le mot petit, parce qu'en fait, quand on connaît le vivant et l'immensité et la diversité des espèces, la plupart des êtres vivants sur Terre sont en fait minuscules. Et parmi les êtres vivants sur Terre, les insectes, finalement, sont assez gros, voire très gros, puisque le plus grand fait 60 ou 70 cm de long. Voire très lourd, puisqu'il y en a qui font plus de 100 grammes. Et il y a des insectes qui mangent des mammifères ou des oiseaux. Il y a des mantes religieuses qui peuvent attraper des petits oiseaux. Bien sûr que dans l'ensemble, ils sont petits, mais par rapport à tous les êtres vivants qui vivent sur Terre, les acariens, bien sûr les bactéries, les insectes finalement sont assez gros, on les voit quand même, alors que la plupart des êtres vivants, on les voit quasiment pas. D'accord, donc ils sont petits, mais par rapport à nous, par rapport à un être humain, ils sont gros par rapport à la moyenne des êtres vivants. Exactement, ils sont pas si petits, et même en France, il y a des insectes qui font 8-10 cm de long, et qui sont plus grands que le plus petit des mammifères. Alors bien sûr, dans l'ensemble, ils sont un peu plus petits que les mammifères, mais finalement, c'est des animaux qui ne sont pas si petits. En revanche, parmi les insectes, il y a des millions et des millions d'espèces, il y a des insectes vraiment, vraiment tout petits, minuscules. Et dans le passé, c'était surtout les conditions atmosphériques qui permettaient à des insectes, parce que les insectes ont une structure particulière, ils ont le squelette à l'extérieur du corps, ils sont comme enfermés dans leur squelette. On appelle ça un exosquelette, et en fait, quand on est constitué comme ça, on ne peut pas être très grand. Sinon, on est trop lourd, on s'écrase, et vous voyez, si on grandissait une puce aujourd'hui, qu'on la rendait grosse comme une voiture, pratiquement, elle s'effondrerait sous son poids. Leur constitution fait qu'ils ne peuvent pas être grands. La façon dont un insecte est constitué, ça peut fonctionner que tant que c'est suffisamment petit. Voilà. Et il y a très longtemps, les conditions atmosphériques, l'atmosphère, j'ai plus le détail en tête, permettaient à des insectes d'être assez grands. Et de mémoire, certaines libellules faisaient 70 cm d'envergure. D'accord. Donc pas 1 mètre, comme on a pu le voir dans le chat. Mais par contre, 70, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. En plus, c'est un peu curieux une libellule. Donc, si celle-ci était territoriale et venait nous voir, mais bon, elle existait avant nous. Très bien. Bon, merci beaucoup pour toutes ces petites précisions. Je propose qu'on passe à la suite de l'activité d'aujourd'hui. Alors, en vrai, tu as déjà réagi au nuage de mots un peu en avance, mais si jamais il y a d'autres choses que tu veux dire sur les mots que tu vois apparaître en plus gros dans ce nuage, il y en a qui sont originaux, il y en a qui ne sont pas originaux, qu'est-ce que tu en penses? Je les trouve assez techniques par rapport à ce que j'entends d'habitude. Je vois le mot nature, c'est drôle, ils appartiennent à la nature, oui. Mais tout le vivant, donc c'est drôle de penser à la nature quand on pense aux insectes. Je vois le mot araignée, alors elles ne sont pas loin, c'est des cousines des insectes, mais elles ont trop de pattes et pas d'ailes pour être des insectes à proprement parler. Et alors mandibule, bon, très technique. Et puis le mot miam est aussi grand que le mot mandibule. Alors miam, c'est une bonne façon, je ne sais pas si on parle d'entomophagie tout de suite, de fait de manger des insectes. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est le miam d'une quantité astronomique d'êtres vivants, y compris Homo sapiens.
mais c'est surtout, les insectes font partie d'une quantité de chaînes alimentaires absolument incroyable. Presque tout le monde mange des insectes. Ils sont extrêmement nombreux en diversité d'espèces et en quantité d'individus, et du coup, il y a une quantité incroyable d'êtres vivants qui ne vivent que grâce aux insectes. Donc les insectes sont leur miam, et j'aime bien rappeler que les sapiens, donc nous, on est insectivores, et il y a une petite partie de l'humanité qui a cessé d'en manger depuis pas très longtemps. Parce qu'il y a plus d'êtres humains sur Terre aujourd'hui qui mangent des insectes que d'êtres humains qui n'en mangent pas. Je ne vous parle pas de manger des petits insectes en apéro, vous voyez, marketés dans des petites boîtes. Non, je vous parle de vraiment consommer des insectes. Et c'était une pratique qui se faisait jusque quand, du coup? Est-ce qu'en Europe, on mangeait des insectes, nous? Mais oui, les Romains en mangeaient, les Gaulois en mangeaient. En fait, ça s'est un peu arrêté avec le Moyen-Âge, les déchets, particulièrement au Moyen-Âge, mais jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait encore en France des recettes à base de chenilles d'insectes. Et peut-être qu'il existe en France, parfois il y a des vieilles traditions qui perdurent comme ça. Il y a peut-être encore un endroit ou deux en France où on mange encore des éphémères quand elles sortent, ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ça ne fait pas si longtemps. Et surtout, il y a presque 5 milliards d'êtres humains sur Terre qui mangent des insectes, et dont 3 plutôt assidûment. Et dans nos cultures, on n'en mange plus, mais depuis peu. Mais en fait, on est complètement insectivore. D'accord. Donc manger des insectes, en fait, sur Terre, c'est la norme. Pour on est un humain, en moyenne, les humains mangent des insectes. Tout à fait. Et pour une grande quantité d'autres primates. Très bien. Très bien. Alors, eh bien, je vous propose de passer à la suite des activités d'aujourd'hui. Donc, en amont de cette animation, on vous a demandé de nous envoyer, si vous en croisiez, si vous pouviez, des photos d'insectes que vous auriez pu croiser autour de vous. Alors déjà, mille merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des photos. On en a récupéré plein, et on les a partagées sur une... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut la carte. Si Alice peut mettre le lien vers la carte où on a mis... Alors peut-être pas toutes, parce qu'il y en avait, on ne savait pas très bien où elles ont été prises. Mais en tout cas, toutes les photos où on a eu la précision de l'endroit où elles ont été prises, qui ont été partagées, vous pouvez jeter un œil à cette carte. Regardez un peu tout ce qu'il y a. On vous laisse peut-être 1 ou 2 minutes pour parcourir la carte, regarder les différents endroits où il y a des insectes qui ont été pris en photo cette semaine et voir s'il y en a qui vous intriguent en particulier. Alors peut-être il y en a, à la lumière de la définition qu'on vient de faire ensemble, vous allez vous dire « Ah, bah, c'est pas du tout un insecte ». Ça sera l'occasion de le dire. Et puis, soit il y a un truc qui vous intrigue en particulier, vous nous le mettez dans le chat et on va aller le voir, on va aller regarder cette photo. Soit, nous, avec Eva, on va se balader sur la carte de France et aller montrer des photos que vous avez partagées. En tout cas, encore une fois, merci pour ces photos. Et en plus, elles sont très belles. Oui. Il y en a, on pourrait complètement les garder pour faire des très beaux livres. Alors, donc alors, on nous demande, l'araignée n'est pas un insecte, point d'interrogation. Zébulon34 nous demande si l'araignée, c'est pas un insecte. Alors peut-être parce que Zébulon34 a vu une photo d'araignée. Je pense qu'il y en a effectivement quelques-unes qui se baladent. Je crois qu'il y a une photo d'araignée qui traîne vers Coulommiers. Clémentine. Oh, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Il y a Clémentine, notre collègue, et on la remercie beaucoup pour ça. Super, nous voilà arrivés vers une photo qui a été prise à Coulommiers. Donc ça, c'est peut-être l'araignée que tu as vue, Zébulon34. C'est une araignée ou c'est une araignée ou peut-être oui. C'est un insecte ou pas, ça, François? Alors, non, en revanche, alors c'est vraiment pas du tout un insecte quand on prend une loupe et qu'on s'y attarde. C'est vraiment incroyable la différence qu'il y a entre une araignée et un insecte. C'est presque comme si, en voyant un mammifère, vous disiez « Oh, ben tiens, voilà un oiseau ». Donc du coup, les spécialistes des petites bêtes, ils tombent carrément à la renverse, quasiment. Parce que quand on prend une loupe, on se rend compte que l'araignée est faite un corps qu'en 2 parties, elle a 8 pattes, elle n'a pas du tout d'ailes, elle n'a pas du tout ses mandibules, elle a 2 crochets,
elle a pas de grandes antennes. Enfin, il y a vraiment, les différences sont énormes dès qu'on prend une loupe, mais seulement on prend rarement une loupe. En revanche, bien sûr que personne ne sait ça, enfin, sauf si on a vraiment retenu ces cours de SVT d'il y a très longtemps. Alors, les arachnophobes, je t'interromps une seconde, les arachnophobes qu'il y a qui sont en train de nous suivre, on est désolé de vous faire subir cette photo d'araignée. Vous avez le droit de mettre une main dessus et de ne pas la regarder, évidemment. On va passer à d'autres bestioles juste après. Et pour dire que quand on est dans une démarche d'éducation, de sensibilisation, etc., en tout cas, moi, j'insiste pas trop sur la classification au départ. Si par exemple un enfant ou un adulte en voyant une araignée dit « Oh, un insecte, regarde là », ben, je vais le laisser dans sa découverte. Parce que si je l'arrête tout de suite en disant « bah non, c'est pas un insecte, c'est une araignée », en fait, ça n'a pas d'importance quand on est dans une démarche d'éducation à l'environnement. Donc, je suis complètement détendu de l'arachnide et de l'insecte désormais. C'est plutôt pour moi une étape d'après si on veut éventuellement aller travailler au muséum et savoir classer le vivant, mais sinon, c'est finalement pas très important, surtout quand on est en découverte. Donc, on peut les regarder. Et ce qu'il y a aussi, c'est que les araignées, les arachnides, les insectes, les mille-pattes, les crustacés vivent quasiment tous au même endroit. Enfin, il y en a plein qui vivent au même endroit. Donc, en fait, souvent, quand on regarde le sol, on va trouver des arthropodes. Les arthropodes, ça décrit ce que c'est ? C'est ces petites bêtes qui ont des pattes articulées. D'accord. Et ça, c'est un arthropode, plus particulièrement un arachnide. Alors, on nous pose plein de questions dans le chat là-dessus. Alors, je sais que tu es plutôt vulgarisateur et médiateur et spécialiste en insectes, mais alors, est-ce que du coup, comme tu as dit que tu étais détendu de l'arachnide, est-ce qu'on peut quand même te poser des questions là-dessus ? Bah, avec plaisir, si je peux mais c'est hyper difficile de les identifier. Mais allez-y, j'essaie de la trouver, celle-là. Il y a une première question qui est « Est-ce qu'une araignée peut nous attaquer ?» qui est posée par Mapini. Alors, oui. En revanche, je pense que la foudre doit être 1 million de fois plus attaquante vis-à-vis des humains. Enfin, j'essaie de trouver un truc, c'est-à-dire que c'est absolument rarissime. Il y a quelques araignées qui le font, mais du coup, parler de ça, c'est vraiment parler d'anecdotes. Il y a quelques araignées qui le font quand on met une main très proche de leur nid, peut-être plus au moment où elles ont un cocon. Et là, elles sont peut-être plus promptes à nous mordre. Mais en fait, je ne devrais même pas en parler, c'est tellement anecdotique, ça concerne vraiment que quelques araignées, dont une célèbre en Australie, mais sinon, la plupart des araignées, si vous mettez la main près de leur nid, elles se carapatent, elles s'en vont. Donc, j'ai envie de dire que non, on ne se fait pas attaquer par les araignées. Il y a quelques exceptions, sauf que notre cerveau a souvent tendance à retenir plutôt les anecdotes. Et alors, ça mène à une autre question que Monsieur Melon94 pose, qui est pourquoi on a peur des araignées? C'est vrai, j'ai l'impression qu'on a plus peur, par exemple, des araignées que des fourmis, ou souvent il y a plus de gens qui ont peur des araignées que d'autres bêtes qui font à peu près la même taille et qui ont que 2 pattes en moins. Qu'est-ce qu'il y a de si différent? Alors, il y a Zebulon34 qui suggère que c'est peut-être parce que plus il y a de pattes, plus on a peur. Est-ce que tu peux entendre? Pourquoi on a plus peur des araignées là? Tu voudrais que les araignées font si peur? Ouais. Alors c'est une vraie interrogation. C'est très culturel parce que dans plein d'autres cultures, elles sont plutôt bienveillantes, bénéfiques. Elles sont vraiment vues comme des protectrices. C'est plus lié aux urbains qui ont complètement reculé leur rapport, leur relation ou le fait d'avoir des animaux non humains chez eux. Donc on n'a évidemment plus de mammifères, plus d'oiseaux dans la maison. On a de moins en moins de lézards ou de grenouilles, tout ça. On a écarté tous les animaux non humains, plus ou moins. Et le seul qui reste en Occident, mais il y a plein d'explications, il n'y en a pas qu'une, mais le seul qui reste en Occident dans les maisons, on a vraiment tout fait pour qu'il n'y ait plus aucune bête chez nous. Le seul qui est complètement adapté pour vivre dans les maisons, c'est un arachnide, notamment la grande araignée des maisons. Et en plus, on n'aime plus trop les bêtes qui ont des pattes, elles en ont 8. On n'aime pas trop les bêtes qui sont poilues, qui sont sombres, elles sont sombres et elles sont poilues. On a en tête, on est né dans une culture complètement arachnophobe.
personne ne nous dit du bien sur les araignées à partir du moment où vous naissez en France, par exemple. C'est extrêmement rare d'être entouré de gens qui vous disent « Ah, tiens, une araignée, oh, regarde comme elle est belle ». Non, ça n'arrive pas. Donc, il y a plein de raisons, mais on est vraiment dans un environnement complètement arachnophobe. Et en plus, c'est entretenu en permanence, y compris chez votre médecin ou votre pharmacien, quand il vous dit « Ah oui, c'est un bouton d'araignée, vous êtes fait morte cette nuit par une araignée ». Ce qui est complètement faux. Et même les médecins, qui manquent de pensée critique parfois, entretiennent cette légende comme quoi les araignées nous attaqueraient, nous feraient des gros boutons. Donc cette histoire que on m'a appris que quand j'avais un gros bouton qui gratte, où on voit 2 points, souvent c'est que je me suis fait mordre par une araignée pendant la nuit ou quelque chose comme ça. C'est pas vrai. Voilà. C'est pas du tout des araignées qui font ça. Ou en tout cas, c'est quoi ta preuve déjà? Ah bah moi je dormais, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que tu vois régulièrement des araignées venir sur nous, à la façon comme les moustiques le font? Est-ce que tu vois régulièrement des araignées monter sur toi, te mordre? Est-ce que c'est quelque chose de courant? En fait, la liste est incroyablement longue des couleuvres qu'on avale pour en arriver à penser que les araignées nous mordent. Mais on n'a jamais aucune preuve, c'est jamais un arachnologue qui nous identifie le bouton. Et d'ailleurs, personne ne peut identifier un bouton seul. Donc on va faire ce qu'on appelle en pensée critique utiliser le rasoir d'Occam, c'est-à-dire on va supprimer les hypothèses trop coûteuses. Et c'est vraiment très coûteux de penser que c'est un bouton d'araignée. Et la solution la moins coûteuse, c'est que c'est plutôt un moustique pour lequel on a plus réagi que d'habitude. D'accord. Parce que les moustiques et d'autres petits insectes, eux, mangent le sang, nous recherchent, viennent sur nous, et parfois on fait une réaction. Et parfois le moustique pique à 2 endroits, s'acharne un peu, on pense que c'est les 2 crochets de l'araignée. D'accord. Donc si on a un gros bouton comme ça, c'est plus probable de s'imaginer que en fait c'est un moustique qui a fait ça. Exactement. Alors du coup, avant qu'on passe à autre chose quand même, parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure on parle pas d'insectes en fait. Est-ce que tu saurais identifier l'araignée qu'on a sur la photo qui est là, qui nous a été partagée? Alors c'est une pisore, mais pas à l'espèce bien sûr, parce que ça c'est un autre problème et on le verra avec les autres photos. Les petites bêtes, y compris les araignées, il y a plus de 1600 espèces en France. C'est très très difficile de leur donner un nom d'espèce. C'est-à-dire donner un nom d'espèce, c'est comme de dire ça c'est Homo sapiens. Arriver à ce degré d'identification, c'est très très rare. Et aussi parce qu'il y a plein d'espèces qu'on appelle des espèces sœurs qui se ressemblent incroyablement. Et parfois dans un seul genre scientifique, il y a parfois chez les insectes ou chez les araignées ou chez d'autres, il y a parfois 30 espèces différentes que seuls les spécialistes de ce genre de bestioles peuvent déterminer. D'accord. Donc c'est une pisore. Ça, voilà. C'est la famille un peu générale. Et alors ensuite, pour être plus précis, c'est pas possible là, juste en la regardant sur une photo, de savoir. Ouais, déjà arrivé à Pisauridés, on est déjà bien, c'est la famille. Et déjà, avec les petites bêtes, arriver à la famille, vous voyez, c'est l'équivalent, par exemple, pour les mammifères, de dire « Ah ben ça, c'est un canin ». Quand on voit un renard ou un chien ou un loup, de pouvoir dire « Ah ben ça, c'est un canin, un canidé ». Déjà arriver à ce degré d'identification avec les petites bêtes, c'est déjà énorme. C'est-à-dire de donner le nom de la famille. Parce qu'après, c'est tellement diversifié, tellement incroyable. Donc les insectes, les araignées, il y a 1600 espèces en France. Et les insectes, il y en a plus de 40 000. Donc il n'y a aucun entomologiste. C'est la première fois qu'on utilise le mot, je crois, entomologiste, les spécialistes des insectes. Il n'y a aucun entomologiste en France qui connaît tous les insectes de France. Il n'y a aucun spécialiste des papillons qui connaît tous les papillons de France. C'est impossible. Et du coup, en général, ils vont dire « Ah bah tiens, ça c'est un papillon, ah bah oui, lui il est de la famille des machins, va voir un tel ou une telle. Lui, il connaît cette famille. Moi, j'y connais rien, je connais que cette telle ou telle famille. » Ok. Bon. Très bien. Je vous propose qu'on passe à une autre bête, même si je vois qu'il y a encore des questions sur les araignées. On les reprendra plus tard si on a le temps, parce que j'aimerais bien qu'on change de photo. Alors, je vois que Clémentine est en train de se balader vers le sud, donc on va aller vers le sud. On va aller regarder des photos. À quel endroit? Tout au sud, vers... Hop là, on a des photos. Voilà, tout au sud, le plus au sud. On va prendre celle-là. Ah bah... Alors, il y en a peut-être une autre à côté. Si tu zoomes. Ok, alors là, on est où? Si tu zoomes un peu, Clémentine, qu'on sache où a été prise cette photo exactement. Nous vient de... Zoom encore,
s'il te plaît. Encore. Du Luberon. Voilà, c'est les photos qui ont été et qui nous ont envoyé. Alors, merci pour celles et ceux qui nous ont envoyé ça. Si la personne qui a envoyé cette photo est dans le chat, que vous n'hésitez pas à vous manifester et à nous donner des précisions sur où vous étiez, où était l'insecte, etc. Donc, on a cette photo-là. Est-ce que ça, tu saurais dire ce que c'est? Alors, peut-être déjà, on peut demander, est-ce que vous avez une idée dans le chat de ce que c'est comme bête? Si c'est bien un insecte déjà, et puis si c'est bien un insecte, qu'est-ce que ça serait? Alors, on a, comme d'habitude, ces 15 secondes de décalage entre le moment où on vous parle et le moment où vous pouvez réagir. Je vois qu'il y a une avalanche d'abeilles qui apparaît dans le chat. Donc, on nous dit que c'est une abeille. François, est-ce que tu es d'accord? Alors, je viens de dire qu'on ne pouvait pas identifier à l'espèce la plupart des insectes, sauf quelques-uns vraiment évidents et qui se comptent sur les doigts de la main d'ailleurs, quasiment. En vrai, c'est vrai, il y a quelques dizaines d'insectes seulement où vraiment vous pouvez dire ça, c'est telle bête, c'est sûr et certain. Et là, avec ses pattes larges, ce look et les pattes très larges qui vont lui permettre de rapporter du pollen au nid, c'est une abeille domestique. Alors là, du coup, il y a mon cœur naturaliste qui saute. J'entends parc du Luberon, je me dis génial, ça va être hyper biodiversifié, il va y avoir des bêtes sauvages, des bêtes un peu rares, on est dans le sud, et baf, ça veut dire qu'il y a une ruche pas loin d'abeilles domestiques. Et c'est vrai que chez les naturalistes un peu pointus en insectes, de voir une abeille domestique, ça ne l'informe pas, en tout cas, ça ne lui donne pas tellement d'état de l'environnement, ça ne lui donne pas d'infos sur quel est le milieu, s'il est en bonne santé, tout ça, parce que les abeilles domestiques sont élevées par les humains dans des ruches, entretenues, etc. Donc, ça n'a pas tellement. En revanche, c'est un insecte qui est tout aussi respectable que les autres, mais en termes d'espèces, puisque là, on est dans les identifications d'espèces, c'est une espèce vraiment particulièrement commune et que nous, les entomologistes, on voit presque plus lié au monde de l'agriculture. L'apiculture, c'est une forme d'agriculture, qu'au monde de l'écologie, de la nature, des abeilles sauvages, etc. Parce qu'en France, il y a 1000 sortes d'abeilles différentes et il n'y en a qu'une qu'on a sous les yeux qui est élevée et qui fabrique du miel. Alors, il y a une question dans le chat de Amandine Boniface qui nous dit « En général, je me dis que quand ça a une bonne bouille et que c'est poilu, c'est une abeille, et quand ça a un regard démoniaque et que ça n'a pas de poils, c'est une guêpe. » Est-ce que c'est une bonne définition? Alors, il n'y a pas de bonne définition. La meilleure définition, si on voulait vraiment les départager, c'est est-ce qu'elle a le poil bifide ou le poil droit? Mais que veut dire bifide? Ça voudrait dire bifide qui a en fait, les poils des abeilles. Parce que en France, il y a 1000 sortes d'abeilles et il y a 6, 7, 8000 sortes de guêpes. Donc là, on nous parlait juste des communes. Mais donc évidemment, dans les communes, ce qui est vrai, c'est que l'abeille domestique est un peu sympatoche, marron et poilu, on dirait un petit nounours, et la guêpe a moins de poils en apparence, mais dès qu'on prend une loupe, en fait, elles sont quand même très poilues, les guêpes. Et puis un regard noir, et avec notre subjectivité, c'est vrai on peut avoir l'impression qu'elle est un peu plus vénère. En revanche, si on prend l'entièreté des abeilles et des guêpes, là, c'est très difficile de les départager parce que quand on rentre dans leur monde, on se rend compte qu'il y a une variété incroyable d'abeilles très différentes, des toutes petites noires, des grandes bleues. Enfin, c'est très difficile de savoir que ce sont des abeilles et elles sont cousines des guêpes. Et donc, pareil, dans les guêpes sauvages, il y en a plein qui sont extrêmement différentes. Et là, à ce moment-là, de pouvoir dire ça, c'est une abeille ou ça, c'est une guêpe, ben là, ça commence à être compliqué. En revanche, pour les communes, celles qui vivent en société, l'abeille domestique et la guêpe sociale. Normalement, c'est assez facile. La guêpe est vraiment... la guêpe qui vient nous voir là quand on mange en terrasse l'été ou dans le jardin, c'est celle qu'on voit tout le temps. Alors c'est vrai que même je le remarque sur le terrain, elles sont souvent confondues. Et nous, ce qu'on voit tout de suite, c'est quand c'est vraiment très marqué jaune et noir, vraiment jaune et noir. Bon, en général, c'est une guêpe. Et quand c'est un peu marronasse et poilu comme celle-là sur la photo, ben c'est plutôt l'abeille domestique. D'accord. En revanche, il y a des abeilles très marquées jaune et noir, mais en revanche, elles sont beaucoup moins fréquentes et donc on ne les rencontre pas à moins d'aller faire une balade avec un naturaliste qui nous les montre.
Donc il y a aussi des abeilles qui ressemblent terriblement à leurs cousines guêpes. Mais elles sont quand même cousines. Hein. Elles sont dans un groupe, regroupées dans un ordre, dans un même ordre qu'on appelle les hyménoptères, avec les fourmis. En parlant de cousins-cousines, il y a Mapini qui nous demande si le bourdon, c'est le mâle de l'abeille ou si est-ce qu'il fait juste partie aussi de la famille des hyménoptères ou est-ce que le bourdon c'est une abeille mais mâle? Alors le bourdon alors les hyménoptères, c'est les abeilles, les guêpes, les fourmis. Et dans les abeilles, parmi les 1000 espèces, il y a les bourdons. Les bourdons, il y a une petite quarantaine d'espèces de bourdons en France. Les bourdons font partie de la grande famille des abeilles. Ce sont des abeilles sauvages. Alors, il y a un bourdon qui devient presque domestique, qui est le bourdon terrestre, qu'on utilise dans les serres à tomates, par exemple. Ça permet de polliniser dans les endroits fermés où il n'y a pas d'insectes pollinisateurs qui peuvent rentrer. Donc, on installe des bourdons, des petites ruches de bourdons artificielles, et ils deviennent presque domestiques, en fait. Le bourdon terrestre devient presque domestique. Et il y a un truc un peu confusant, c'est que le mâle de cette abeille qu'on voit en photo s'appelle le faux bourdon. Mais ce n'est pas un bourdon, c'est une abeille, mais les bourdons sont quand même des abeilles. Vous arrivez à me suivre? Effectivement, c'est un peu le bazar. Très bien, donc si je résume, tu me dis si j'ai bien compris, ce qu'on appelle les bourdons, en fait, c'est des espèces d'abeilles. Oui. Voilà, c'est tout. Et ce qu'on appelle le faux bourdon, c'est le mâle dans l'espèce d'abeille domestique, qui est exactement cette abeille qu'on voit là en ce moment à l'écran. Voilà, c'est le mâle Apis mellifera, qu'on appelle un faux bourdon. Un faux bourdon qui en anglais se dit drone, parce que les drones font le bruit d'un essaim de faux bourdon au moment de la reproduction. Ah, drone, comme les drones. Voilà, donc si vous êtes apiculteur ou apicultrice en Angleterre, pour désigner le faux bourdon, à un moment, vous dites, ça y est, les drones sont sortis. Très bien. Oui, vas-y. Et dans les photos, tu vas peut-être y aller, il y a la mouche drone, pour rebondir sur cette bourdon. Alors, ça, c'est une photo qu'on a à Paris. Voilà. On va aller la voir, Clémentine est en train d'y aller. Et les Anglais l'appellent parce qu'elle ressemble au faux bourdon de l'abeille. Voilà. Parce que le faux bourdon de l'abeille domestique, comment le différencier de la femelle, c'est qu'il a des yeux énormes. Et les mouches ont en général des gros yeux, comme cette mouche ici. Et cette mouche-là, on la voit sur tous les réseaux sociaux. Là, en ce moment, elles sont en train de sortir sur Instagram ou n'importe où sur Twitter. On voit toujours le hashtag abeille à partir de cette photo. Et c'est vrai qu'elle ressemble terriblement à une abeille. C'est pourtant une mouche à 100%. D'accord. Et est-ce qu'elle a une raison de vouloir ressembler à une abeille? Ou c'est juste juste un hasard? Ce qu'on se dit, alors tout arrive par hasard, et ce qu'on se dit, c'est que, donc un truc, on va dire que, en faisant un peu l'évolution rapide, un peu courte, il se trouve que par hasard, elle ressemble à un faux bourdon, et que ça lui permet de moins se faire attaquer peut-être par les oiseaux qui vont se dire, bah tiens, je vais me faire piquer. Enfin, ils pensent que c'est une abeille. Et donc, tiens, ça lui permettrait de mieux survivre. C'est comme ça qu'on parle des insectes qui ressemblent à d'autres. Et il y a pas mal d'insectes qui ressemblent aux hyménoptères. Les hyménoptères, c'est les abeilles, les guêpes et les fourmis, ont presque tous des dards. Et du coup, l'évolution a apporté plein de copies, en quelque sorte, et qui a priori, ça nous fait croire qu'elles ont un dard aussi, toutes ces bêtes-là qui ressemblent aux hyménoptères, mais ce ne sont pas des hyménoptères, ils n'ont pas de dard. Et quand je vous dis qu'il y a des copies, il y a des papillons jaunes et noirs, il y a des mouches jaunes et noires, ou comme celle-là en abeille, il y a des coléoptères, des espèces de scarabées qui sont jaunes et noirs, il y a même des cousins, vous voyez les cousins, les grands trucs sympathiques là, il y a des cousins jaunes et noirs, enfin bref, le déguisement abeille et guêpe, il est extrêmement répandu dans le monde des insectes. Alors, et ils sont totalement inoffensifs, ces insectes-là. Tu as généré plusieurs questions dans le chat. Je pense qu'on va te les poser tout de suite. Il y a une première question d'Amandine Boniface qui dit « Mais les fourmis, ça a des dards ?» Bien sûr, mais plus toutes. Mais vous avez déjà entendu parler du fait de se faire piquer par des fourmis rouges? Ça vous parle ou non? Oui.
Je n'ai pas vécu, mais j'en ai entendu parler. Et certaines fourmis rouges ont gardé leur aiguillon d'hyménoptère, et donc quand on se fait piquer par des fourmis rouges, on se fait piquer par leur petit aiguillon. Donc en gros, les ancêtres des fourmis avaient des dards, tous, et là, en évoluant avec le temps, maintenant, les espèces de fourmis qui existent aujourd'hui, il y en a certaines qui n'ont plus d'aiguillons, plus de dards. J'allais dire, c'est comme les ailes, du coup, les fourmis, au cours de l'évolution, elles ont perdu plusieurs parties de leur corps en fonction de leur grade dans la colonie. Oui, ou des espèces, et ça s'est transformé. Donc maintenant, les espèces qui n'ont plus de dard, elles vont utiliser l'arrière de leur corps, et ce qui était un dard pour jeter de l'acide sur leurs attaquants, par exemple. Donc la plupart des petites fourmis qui nous entourent, c'est vrai, n'ont plus de dard, celles-là. En revanche, vous pouvez tout à fait tomber sur une fourmi, la prendre dans la main et vous faire piquer, un peu comme si vous preniez une guêpe dans la main. D'accord. Mais elles sont un peu moins nombreuses. La plupart des fourmis n'ont plus la fonction de cet aiguillon, exactement comme leur cousine guêpe ou abeille. Et une deuxième question qui a été posée par Monsieur Melon 94, c'est sur la couleur jaune et noire dans la famille des abeilles. C'est par hasard que cette couleur est devenue un peu emblématique de la famille des abeilles, ou ça a une vraie raison que le jaune et le noir, ça soit quelque chose qui est apparu comme ça? Alors le jaune se repère beaucoup, non, en fait le fait d'être jaune et noir, ça permet vraiment d'être repéré. Le jaune fait partie d'ailleurs des couleurs qui sont particulièrement repérées. Il y a plein de fleurs qui sont jaunes, qui sont repérées par les insectes, et du coup le jaune et noir, si l'évolution a gardé le jaune et noir rayé, c'est quand même que c'est un truc qui se repère bien. Et du coup, souvent les coloris permettent quelque chose dans le vivant, et du coup, voilà, le jaune et noir a pas mal été retenu. Alors que si c'était, par exemple, rayé noir et vert, bah, on ne serait pas tellement repéré, donc on pourrait se faire manger, ou on disparaîtrait, ou on ferait moins peur aux ennemis, par exemple. D'accord. Donc l'idée, c'est ce qui a été sélectionné avec l'évolution, c'est le fait qu'elles soient facilement identifiables, parce qu'elles ont un dard, parce qu'elles sont dangereuses, donc comme ça, les prédateurs les évitent. Et donc, par hasard, il se trouve que c'est la formule jaune et noir qui est facilement identifiable qui a été retenue par l'évolution, c'est ça? Elle est arrivée par hasard, et il se trouve que c'est celle qui fonctionne le mieux, oui. Une de celles qui fonctionne le mieux. D'accord. Très bien. Eh bien, on va peut-être passer à une autre photo. Je ne sais pas si Eva t'en a... Donc là, il y en a plein qui disent, mais comment s'appelle cette mouche là? Parce que je vous ai donné le nom anglais. Vrai, on ne l'a pas du tout identifié. Je vous donne juste le mot-clé parce que je la vois vraiment. Changez tous vos hashtags sur Instagram. C'est une mouche éristale. Alors, éristale, ça s'écrit comment? E-R-I-S-T-A-L-E, comme ça se prononce presque, et elle fait partie d'une grande famille de mouches qui sont presque toutes déguisées en abeilles ou en bourdons, s'appellent des cirphes. Alors là, cirphe, c'est S-Y-R-P-H-E. C'est une grande famille de mouches, et souvent elles sont déguisées, enfin elles ressemblent, elles ne sont pas déguisées, mais elles ressemblent à des abeilles ou des guêpes. Donc ça, c'est la mouche éristale qui a passé tout l'hiver au stade adulte, et donc ça fait partie des premiers insectes qu'on va voir parce qu'elles sont déjà opérationnelles. Alors que les insectes qui passent l'hiver sous leur forme de larves, ben, il faut au printemps d'abord qu'ils se transforment en adultes avant qu'on les voit voler. Parce que les larves ne volent pas des insectes. Très bien. Du coup, Pardon, j'ai tenté dans le chat d'écrire ce que tu as dit, et tu nous diras si l'orthographe est bonne. Cirphe et éristale. Ce serait cool qu'on aille se balader près de Gagny sur la carte en région parisienne. Alors dans le 93 au nord-est de ça. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé une photo qui est assez merveilleuse. Ouais, c'est voilà, celle-ci. C'est joli. Alors est-ce que dans le chat... Pardon, ouais, elle est pleine de je ne sais quoi, peut-être de pollen sur le... Oui, elle a l'air effectivement d'être pleine de pollen. Pourquoi tu dis merveilleuse? Pour la forme, la couleur? Pour la couleur dorée, pour le fait qu'on voit tous les petits détails comme si elle avait des morceaux de plantes ou de dessus sur elle. Je trouve que ça fait assez photo macro, c'est très joli. Alors on nous propose dans le chat, alors déjà dans le chat on nous demande si ce serait de la neige. Mais je ne sais pas, j'ai pas l'impression, je serais plus de l'hypothèse pollen. Alors Aurélie nous dit que ça a été
prise sur une photo d'un arôme du jardin. Et qu'ils n'ont pas su identifier ce qu'était cette petite bête. Donc là, c'est cool. Les personnes qui ont pris la photo sont là dans le chat et peuvent répondre si jamais on a besoin de précision. D'accord. Merci. Alors, le blanc, c'est pas forcément du pollen. D'ailleurs, sur les plantes parfois, parce que là, on est quand même en macro. C'est une bête. Bon, bien sûr, c'est une bête qui est quand même assez grande, qui fait, disons, 1,5 cm ou 2. C'est une bête assez grande, mais quand même petite. Et on les voit rarement d'aussi près, donc c'est vraiment très léger. Et c'est peut-être parfois, il y a des substances sur les végétaux, parce que là, elle est allée certainement au fond de la fleur chercher du pollen et peut-être un peu de nectar, parce que cet insecte mange du pollen et du nectar. Et du coup, quand elle se farfouille dans la plante, soit elle se met du pollen, soit elle se met même une substance qu'il y aurait sur les pétales ou sur les étamines ou un truc comme ça. Donc là, j'ai un petit doute. En revanche, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit un coléoptère. Vous avez tous vu que les ailes arrière étaient cachées derrière des petits étuis. Donc un coléoptère, c'est le nom de la famille des insectes qui cachent leurs ailes derrière des étuis. C'est un ordre, là, c'est au-dessus. Les coléoptères, vous les connaissez, c'est parce que c'est les insectes qui ont deux petits étuis qui permettent de protéger les autres ailes, parce que cet insecte vole très bien. Et ces deux petits étuis, vous les connaissez très bien sur les coccinelles, ça s'appelle des élytres, c'est les trucs que les coccinelles vont soulever et ensuite elles vont déplier leurs ailes qui sont dessous. Donc les coccinelles, la coccinelle, c'est une cousine de cette bête-là qu'on est en train de voir. Exactement, donc c'est dans le groupe des coléoptères. Coléo, c'est étui et ptère, c'est aile, parce qu'en fait ces deux petits étuis, c'était des ailes membraneuses il y a très longtemps, membraneuses toutes fines qui permettaient de voler. Parce que les insectes ont 4 ailes, et la paire d'ailes antérieure, au cours de l'évolution, s'est transformée en étui, et ça permet de protéger les autres ailes. Donc ça, c'est les coléoptères. Et ensuite, pour faire plus simple, c'est vraiment dans la famille des cétoines. C'est une cétoine. Et comme son look l'indique, c'est une cétoine dorée. En revanche, cétoine, c'est C-E-T-O-I-N-E. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un coléoptère qu'on peut appeler un scarabée. C'est dans le grand groupe des scarabées. C'est un peu compliqué. Et là, je vous donnerai. Vous voyez, pourtant, c'est vraiment un insecte commun, mais il y a deux espèces très proches. J'ai même pas envie de vous dire, c'est la cétoine dorée. A priori, ça ressemble à la cétoine dorée, mais il y a une autre espèce qui est très proche. Mais là, vu la photo, c'est difficile. Vous voyez, même des gros insectes, vraiment très faciles à identifier dès que vous commencez à vous intéresser aux insectes, bien sûr, voilà, on ne va pas mettre un nom d'espèce. Déjà, de dire c'est une cétoine, c'est déjà bien, c'est déjà super. Très bien. Et ça fait partie des insectes pollinisateurs, puisqu'elle va dans les fleurs. Et donc, alors, si je résume tout ce que... Parce que tu as dit plein de mots et que je me dis que ça peut être pas mal de les remettre dans l'ordre les uns par rapport aux autres. Donc là, tu as dit scarabée, cétoine et donc coléoptère. Si on doit les mettre les uns par rapport aux autres alors tu commences par coléoptère, tu continues par scarabée et tu finis par cétoine. Donc ça fait partie de l'ordre des coléoptères, où il y a plein d'espèces. Dans cet ordre-là, ça fait partie de la famille des scarabées. Des scarabées, qui est plus petit. Et dans les scarabées, il y a plein de trucs, et notamment il y a les cétoines, c'est ça? Voilà. Alors parfois c'est des familles, les cétonidés. Parfois on peut lire que ce sont des sous-familles, des cétoninés. J'ai un petit doute, ça dépend des bouquins que vous pouvez, parce que la classification évolue tout le temps, et puis il y a parfois des auteurs qui ne sont pas d'accord. Alors là, peut-être que pour les cétoines, tout le monde est d'accord, mais je ne sais plus si c'est une sous-famille ou une famille. Très bien. Et si scarabée, c'est plutôt une super famille. Vous voyez, on commence à rentrer dans la technique de la classification des insectes, et on n'est pas sorti. Quelqu'un qui pointe ça du doigt et qui dit scarabée ou cétoine ou coléoptère, il a raison à chaque fois, quoi. Alors là, déjà, il peut aller bosser au muséum, déjà, presque. Pardon, je t'ai coupé la parole, Eva, vas-y. Je me demandais du coup ce que c'était une super famille. Eh bien, c'est quand on ne sait pas trop, quand on a du mal à dire ça c'est une famille, si c'est vraiment eux, ils se démarquent suffisamment pour pouvoir dire bon ça c'est deux familles différentes. Après on dit ouais mais ils sont vraiment super proches. Bon ok on les met dans une famille mais on va quand même les regrouper dans une super famille parce qu'ils sont hyper proches. Là c'est vraiment du détail et chez les insectes, il y a particulièrement plein de... Mais bon, chez les mammifères aussi, il y a des sous-familles, des super-familles.
Alors, en fonction de leur degré de parenté, quoi. Pendant que tu parlais de super famille, Clémentine a déplacé la carte et est allée voir une autre photo qui, cette fois-ci, vient, je ne sais plus de quel coin. Je crois que ça vient de Saint-Cloud. Il me semble que ça vient du parc de Saint-Cloud. Donc, c'est une photo qui a été prise par quelqu'un au parc de Saint-Cloud. Tu peux rezoomer. Ouais, c'était ça. Et ça, je me demande si peut-être vous avez des suggestions dans le chat. Yes. C'est déjà énorme. Alors, quand on dit... Alors, attends, là, c'est Clémentine a dit un truc, mais en fait, il n'y a que nous qui pouvons l'entendre. Ah bon? Donc, Clémentine, elle a répété coléoptère, puisqu'on vient de le dire. En tout cas, là, dans le chat, on a une avalanche de coccinelles. Tout le monde nous dit c'est des coccinelles, c'est des coccinelles, c'est des coccinelles. Et donc, dans l'oreillette, on a entendu Clémentine nous dire aussi que c'était un coléoptère. Donc, est-ce que c'est bien ça ou est-ce que pas du tout? Alors, c'est un coléoptère. Alors, quand on dit coléoptère, donc là, on voit bien les coléos, les étuis, dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, on voit bien, on voit que on voit la ligne qui les découpe. Là, il y a bien 2 trucs sur le dos, donc c'est bien un coléoptère. Et quand on dit c'est un coléoptère en France, ça regroupe 9 jours pas arriver à l'identification. Mais là, c'est presque facile parce que c'est une très commune, donc elle est bien ronde, parce qu'il y a quand même des coléoptères qui ressemblent aux coccinelles et qui pourraient être confondus. Mais là, c'est bien une coccinelle, donc c'est la famille des coccinellidés. Et dans la famille des coccinelles... Peut-être que c'est une question, comment on fait pour savoir si c'est vraiment une coccinelle ou si c'est juste un scarabée qui essaye de se faire passer pour une coccinelle? Et bien là, c'est pas facile. D'accord. Soit on est habitué à la famille des coccinellidés, on dit ouais, ok, soit il faut commencer à ouvrir un livre d'identification des coléoptères et des familles de coléoptères. Et donc ça peut être compliqué. En revanche, elles sont souvent représentées, celles-là, quand même, dans les guides d'identification. Souvent, on voit les coccinelles. En plus, là, on voit bien qu'elle a 3 points sur chaque élytre. Donc, ça fait 6. Et vous en voyez un autre au milieu qui déborde là, derrière le cou, qui déborde sur les 2 élytres. Ça fait 7. Et quand on ouvre un livre sur les coccinelles, même s'il y a 100 espèces de coccinelles en France différentes, il n'y en a qu'une qui a cette taille un peu moyenne, qui a 7 points, qui s'appelle la coccinelle à 7 points. Donc ça fait partie des rares insectes qu'on peut identifier jusqu'à l'espèce, même tout seul en ouvrant son guide. Et est-ce que toutes les coccinelles, elles portent leur nom de nombre de points qu'elles ont sur leurs ailes? Presque toutes, ouais. La coccinelle a 2 points, la coccinelle a 22 points, et le max, c'est 24 points. À 24 points. Donc il y a une coccinelle qui a 24 ans. Alors il y a une question qui est dans le chat. Alors, elle n'est pas spécifiquement sur la coccinelle, mais je pense qu'elle a été générée par ta discussion sur les super familles. Zébulon34 il demande, est-ce que l'étude génétique, parfois, ça bouleverse les classifications des insectes? C'est-à-dire qu'on croit qu'on a bien compris quelle espèce était quelle espèce et lesquelles étaient les plus proches, puis tout à coup on fait de la génétique et en fait on se rend compte qu'on n'a pas du tout. Bien sûr, oui. Ça arrive? Oui, ça arrive. Alors, il y a quand même des grands groupes coléoptères. On ne va pas se dire d'un seul coup, ah ben non, en fait, c'est un hyménoptère. Donc, quand on est sur la catégorie ordre, qui est l'équivalent, nous, on est de l'ordre des primates, par exemple. Vous voyez, c'est comme de dire, bon, ça, on est OK, ça, c'est un primate. En revanche, après, effectivement, dans les familles, les sous-familles, les genres, etc., bien sûr que la génétique nous aide parce que c'est très, très difficile de les départager. Pour en revenir aux coccinelles, il y a Amandine qui nous demande ce que l'on appelle la coccinelle asiatique. Est-ce que c'est plusieurs espèces différentes et comment on les distingue des coccinelles communes? Alors, et surtout, moi, j'ai l'asiatique. Qu'est-ce que c'est? Alors, la coccinelle asiatique, c'est une coccinelle qui a à peu près la taille de la coccinelle à 7 points. Donc, c'est bien d'en parler. Je voulais en parler justement parce que là, en ce moment, vous pouvez voir dans la nature 2 coccinelles qui se ressemblent vraiment en taille et en forme. C'est la coccinelle à 7 points et la coccinelle asiatique. Alors, j'aime pas trop l'appeler la coccinelle asiatique. On va plutôt l'appeler la coccinelle arlequin. Et c'est une coccinelle qu'on a fait venir en Europe, aux États-Unis et un peu partout dans le monde pour manger nos pucerons. Et on pensait au début pouvoir les maîtriser, les laisser dans les champs tranquillement. Et puis en fait, certaines se sont émancipées.
se sont mises aussi à voler parce qu'on pensait que certaines n'arrivaient pas à voler. L'INRA avait croisé, l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui s'appelle INRAE maintenant d'ailleurs, avait sélectionné des coccinelles étrangères, d'origine étrangère au début. Et elles sont, du coup, on les appelle les coccinelles asiatiques parce qu'elles viennent d'Asie ou en fait Voilà, parce qu'elles sont originaires d'Asie. En revanche, ça fait très longtemps qu'on a commencé à le faire, plutôt, et même dans les années 60-70, ça s'est augmenté. Donc, ce que j'aime bien rappeler, c'est qu'elles ne sont plus asiatiques. Certaines, avec le nombre de générations d'insectes que ça fait par an, qu'elles font par an, certaines, je suis même presque plus asiatique que certaines. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne donne jamais le droit du sol aux espèces qui viennent d'ailleurs. C'est un vrai sujet, les espèces exotiques qui viennent d'ailleurs. C'est un sujet fabuleux, mais on oublie que certains animaux, y compris par exemple des ragondins qui sont originaires du Chili, mais ça fait 100 ans qu'ils sont en France, ils font X générations par an. En fait, ces animaux, les coccinelles asiatiques, sont européennes maintenant. On continue à les appeler asiatiques alors que c'est leur arrière, enfin je ne sais plus combien d'aïeul qui était asiatique. Et en plus, ce qui est un peu drôle avec les coccinelles asiatiques, on va les appeler les coccinelles arlequins, c'est que celles qui vivent en France sont plutôt des descendantes venant de Belgique ou des États-Unis. Parce qu'on les a introduites aux États-Unis avant celles en Europe, et il y a certains, avec les échanges commerciaux, ce seraient des coccinelles américaines d'origine asiatique, donc vous voyez, enfin bref, c'est assez drôle. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que les coccinelles arlequins sont assez présentes, mais elles sont difficiles à identifier, à part qu'elles ont la taille de la coccinelle à 7 points, mais parce qu'elles ont une vingtaine de couleurs différentes. Et là, je reviens à ta question, Eva. C'est vrai que c'est compliqué, les coccinelles arlequins, parce qu'elles ont 20. Mais si vous tapez couleurs coccinelles asiatiques, vous allez tout de suite avoir un tableau avec les 20 couleurs différentes. Donc, elles peuvent être un peu plus jaunes, un peu plus rouges, plus ou moins de points, voire pas de points. Et elles ont 7 points aussi ou pas du tout? Pas du tout. C'est complètement. Il y a des variations. La coccinelle à 7 points, là, que vous voyez sur la photo, elles sont toujours comme ça. Alors que les coccinelles arlequins ont des variations incroyables de couleurs, au point qu'on a du mal à se dire, bah tiens, à chaque fois, c'est bien une coccinelle arlequin. Du coup, elles ressemblent même à d'autres coccinelles, en fait. C'est dur de les différencier de n'importe quelle coccinelle. Exactement. Si on a la taille de la coccinelle à 7 points en tête, et que c'est une coccinelle qui fait cette taille-là, mais qui n'a pas les 7 points, là, comme sur cette photo, en général, c'est une coccinelle arlequin. Parce que ce qui est vrai, c'est que ça fait longtemps que la variété, la biodiversité des insectes diminue. Donc, on est plutôt entouré par toujours les mêmes insectes, en général. Toujours les mêmes espèces, en tout cas. Les espèces qui s'adaptent à nos environnements très gérés. Et parmi ces espèces, il y a la coccinelle à 7 points, la coccinelle arlequin, qui sont proches. Et du coup, tu disais que c'est une espèce qui a été introduite. Et là, ça rejoint la question de Monsieur Melon 94. Est-ce qu'en fait, elle est invasive, cette espèce? Est-ce qu'elle est nuisible? Est-ce que ça va piquer la nourriture des coccinelles européennes? On nous demande même si elle pique tout court. Alors, oui. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a comme problème avec cette coccinelle asiatique? Pourquoi on en parle? Ouais, tout à fait. Vous avez entendu la sémantique, là, invasive, prendre le pain d'œuf, etc., etc. Ça vous rappelle des choses. En fait, quand Homo sapiens pose cette question, c'est drôle, puisque par définition, avec la définition qu'on donne sur les espèces invasives, nous sommes l'espèce la plus invasive sur Terre. Nous prenons la place des autres espèces, nous nous installons partout, nous nous naturalisons. Donc oui, la coccinelle arlequin fait un peu comme Homo sapiens, donc comme la personne qui vient de poser la question, elle fait un peu comme vous. En revanche, il n'y a aucune espèce sur Terre, dans les milieux terrestres, qui a pris la place d'une autre. Ça, c'est un fantasme. C'est parce que, en fait, dès qu'il y a une nouvelle espèce, dès qu'il y en a un peu plus, on a nos biais, surtout nos biais de raisonnement, nous font un peu paniquer et on a tout de suite tendance à être dans la peur et dans le rejet de l'autre, de l'étranger, et donc à le stigmatiser. Mais en général, les espèces qui viennent d'ailleurs et qui s'installent, elles prennent des environnements ou des habitats que
les espèces qui étaient là avant, disons, n'occupent pas ou plus, ou n'arrivent pas à occuper, soit parce qu'il est trop dégradé, soit parce que ceci, soit parce que cela. Et l'espèce le coccinelle arlequin s'installe plus facilement que la coccinelle à cette place à plein d'endroits différents. En revanche, il n'y a aucune espèce, et retenez bien ça, aucune espèce qui vient d'ailleurs, qui, dans un milieu terrestre, et non pas, j'exclus les îles, parce qu'il y a quelques îles dans le monde où quand on a introduit une espèce, les autres ont disparu à cause de cette espèce. Il y a eu quelques cas comme ça, mais c'est toujours les cas qu'on va chercher. En revanche, dans un milieu terrestre, et non pas dans un milieu insulaire, aucune espèce n'a pris la place de la tortue de Floride, ne prend pas la place de la cistude d'Europe, qui est une autre tortue. La coccinelle arlequin ne prend pas la place de la coccinelle à 7 points. Enfin bon, c'est un gros sujet, parce qu'après, à partir du moment où une bête vient d'ailleurs, on va toujours focaliser sur ses défauts. On va ne voir que ses défauts, et on oublie toujours de parler de ses qualités. Et puis surtout, ces espèces arlequins, c'est nous qui les avons fait venir, elles n'ont rien demandé, elles étaient en Asie tranquille, c'est nous qui les avons fait venir pour lutter contre les pucerons. Et ne jamais oublier que ces coccinelles arlequins qu'on voit, ces coccinelles asiatiques qui nous entourent, mangent toute la journée des pucerons, et en général, les pucerons, on les aime moins. Donc finalement, en fait, c'est la façon de classifier de l'humain, de vouloir catégoriser certaines espèces qui est biaisée parce qu'on les voit comme nuisibles, mais au final, elles vont pas récupérer, elles vont pas être parasites, elles vont pas venir embêter d'autres espèces, quoi. C'est juste nous qui sommes biaisés et qui utilisons des termes qui font penser que les espèces vont être néfastes. Oui, avec quelques cas qui, à court terme, oui, il y a des espèces qui sont un peu plus nombreuses à certains endroits pendant un temps très très court, mais on n'a aucune patience avec les espèces qui viennent d'ailleurs. C'est vraiment un vrai sujet, et là, c'est dommage il y a peut-être t'as pas vu passer une photo de frelons asiatiques, mais c'est un vrai sujet. Et alors, ce qui est vrai, c'est qu'avec la mondialisation de plus en plus efficace, on a de plus en plus d'espèces qui viennent d'ailleurs. Ça existe depuis toujours. Les châtaigniers, tout ce qu'on mange, tout ça vient d'ailleurs. Alors, si tu veux, mais je sais qu'il y a une photo de quelque chose qui ressemble à un frelon. Tu me diras si c'est le fameux frelon asiatique ou pas. Tout à l'est, vers Coulommiers. Quelqu'un nous a envoyé une très jolie photo de Hyménoptère. J'ai pas réussi à dire le mot du premier coup. Alors, c'est pas ça. Je vais aller à côté. Et en attendant, magnifique. Et pour info, je viens de sortir un livre qui s'appelle Beau d'ailleurs, ces espèces exotiques qui nous entourent. Si vous voulez, et il y a la coccinelle arlequin dedans, si vous voulez, il y a le frelon asiatique, il y a les ragondins, il y a tout ça. Et si vous voulez vraiment creuser ce sujet qui est vraiment passionnant, c'est pas un sujet facile à traiter du tout. Je fais de la pub, mais comme on en parle. Alors lui, c'est le... Alors, donc, je préviens tout de suite, parce que l'heure tourne, ça sera sûrement notre dernière photo, parce qu'il est déjà 44. Okay, ça sera, alors, désolé, hein, on n'a pas pu passer en revue toutes les photos que vous nous avez envoyées, mais en même temps, vous en avez envoyé plein, et c'est super, c'est super. Mais donc, ça sera la dernière, sûrement. Ok. Bon, ça tombe bien, parce que ça permet aussi de réhabiliter les frelons, puisque c'est un frelon. Là, ce que je vois tout de suite, c'est que c'est une guêpe jaune et noire. On en a parlé tout à l'heure. Vous voyez que c'est vraiment jaune et noir, une guêpe, parce que les frelons font partie des guêpes. Ce sont des grandes guêpes. D'accord. Donc, comme tout à l'heure, on disait que les bourdons, ça fait partie des abeilles. Les frelons, ça fait partie des guêpes. Exactement. Et tu vois bien que c'est vraiment jaune et noir, là. Et quand il est très jaune et noir comme ça, c'est le frelon d'Europe, puisqu'il y a deux espèces désormais. Il y a le frelon d'Europe et le frelon à pattes jaunes, qu'on a fait venir d'Asie, sans le vouloir. Et les frelons, alors ce que je trouve chouette en plus avec l'histoire de l'arrivée du frelon asiatique, et que je vais appeler de façon plus rigoureuse le frelon à pattes jaunes, c'est que finalement, comme il y avait un affreux asiatique qui est arrivé, qui mange nos abeilles, tout ça, ben ce frelon qu'on voit en photo, ça y est, il est enfin presque devenu sympa. Donc j'aurais presque envie de dire merci frelon asiatique, parce que grâce à lui, il a rendu le frelon d'Europe, jaune et noir, celui-là presque sympathique. Et pourquoi? Parce que on a commencé à s'intéresser un peu plus aux frelons, ou en tout cas ceux qui ont des problèmes de frelons asiatiques s'intéressent un peu plus aux frelons, et ils remarquent que le frelon d'Europe ne nous embête pas du tout, attaque un peu moins les abeilles domestiques, mais les attaque quand même. Et puis que les frelons, en fait, dans l'ensemble, on les voit jamais, ils sont dans leur nid, ils ne sont pas du tout agressifs. Et ce qui est vrai d'ailleurs, c'est que ces insectes-là,
même si ce sont des très grandes guêpes, sont vraiment très craintives et inoffensives. Inoffensives à la fois, si jamais on se faisait piquer, même si on se fait piquer par quelques frelons, c'est pas, sauf si on est allergique. Et puis inoffensives parce que en fait, on les croise quasiment jamais, elles ont peur de nous. Donc c'est très très rare de tomber nez à nez sur un frelon ou de marcher sur un frelon ou de se coincer un frelon sous le bras. Ça n'arrive, enfin c'est vraiment très très rare. Et le seul endroit où on peut se faire un peu attaquer par certaines gardiennes, c'est quand on est près du nid. Donc dès qu'on voit un nid d'hyménoptères sociaux, parce que les nids c'est des insectes sociaux, et souvent des hyménoptères, abeilles ou guêpes. Donc dès qu'on voit un nid d'abeilles ou de guêpes, s'il y a un nid et qu'il y a plein d'individus, ça veut dire qu'il y a des gardiennes, donc on ne s'en approche pas. Donc le seul endroit un peu ennuyeux à propos des frelons, c'est quand on dit à moins de 5 mètres du nid. Mais en fait, bon, nous on s'approche bien plus parce ceux-là ils sont très peu agressifs et on peut les voir de très près. Mais ce qu'on dit, c'est que si un nid est à plus de 5 mètres d'un endroit où vous vivez, de l'endroit où passent les gens, tout ça, vous pouvez le laisser tranquille, vous ne vous ferez jamais ennuyer. Parce que ces insectes-là sont des insectes sociaux et ils ont différents rôles dans leur vie. Il y a un moment, ils sont gardiens, et c'est que quand ils sont à l'entrée du nid, ils surveillent. Ils sont gardiennes parce que c'est que les filles, les ouvrières, elles surveillent le nid. En revanche, à un moment, elle dit bon, allez, c'est bon, j'ai fait mon gardiennage. Là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bah, toi, tu vas aller chercher de la nourriture. Ok, c'est bon. Donc, genre, on change de métier en quelque sorte. Et quand on part du nid et qu'on est sur le mode je cherche de la nourriture, on n'a pas du tout envie de se servir de son dard. On a une mission, aller chercher de la nourriture. Alors parfois, quand c'est des guêpes communes, ça peut être le jambon qui est dans notre assiette. Et on repart avec. Mais on n'est pas du tout sur le mode je vais piquer quelqu'un qui s'approche du nid. Et donc, quand vous voyez une guêpe ou un frelon en dehors du nid, même si vous l'approchez, vous le touchez, il s'en va. Il n'a aucune envie de vous attaquer, surtout qu'attaquer un grand singe comme nous, c'est un énorme risque pour lui de se faire éclater, par exemple. Et donc, à part quand on est gardienne à l'entrée du nid, voilà, les frelons et les autres guêpes sont vraiment pas du tout sur le mode vous pique pas du tout. Donc le seul moyen de se faire piquer par une guêpe, c'est quand on la prend dans la main ou quelque chose comme ça. Ça les coincer, par exemple. Exactement. Et c'est à tel point que ce frelon qu'on voit là, il est protégé en Allemagne depuis très longtemps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas détruire un nid de frelon en Allemagne. Alors que nous, on voit tout le monde détruit encore les guêpes, les frelons comme ça, pour un oui, pour un non, tellement on est stressé de la guêpe et du frelon. Et bien, les Allemands ont appris à vivre avec parce que ce frelon est vraiment particulièrement inoffensif. Et puis, comme il est grand, il chasse des grandes proies, parce que c'est les larves qui mangent de la viande, et donc la viande, c'est-à-dire d'autres insectes. Donc, c'est un très grand prédateur. En plus, il peut chasser jusque le soir, jusque la nuit. Quand il n'est pas en train de chasser, il va sur les fleurs, donc il participe à la pollinisation. Il sert aussi à nourrir des oiseaux, etc., etc. Il rogne du bois. Enfin bref, c'est presque l'insecte parfait. Bon, je suis un peu subjectif, vous l'aurez remarqué, mais c'est vrai que je suis complètement détendu du frelon. Je ne me fais jamais piquer par les frelons et j'en ai attrapé des centaines, voire des milliers dans ma vie. Alors, il y a une question dans le chat qui nous est posée. Amandine nous demande si on a un nid de frelons chez nous. Ou de guêpes, comment faire pour que ceux qui viennent enlever le nid le déplacent plutôt que le détruisent? C'est possible de demander ça? Alors, déjà, si le nid est hors de portée, ça n'a aucune importance. Moi, j'ai des nids de frelons qui s'installent même dans mes nichoirs à oiseaux, ça peut arriver, qui sont à 1 mètre de moi. Les frelons ont strictement rien à faire de moi. Donc, essayons de voir si vraiment ça vaut le coup d'être supprimé ou enlevé. Parce que le fait de le déplacer, c'est quand même un risque. En revanche, ça arrive, il y a quelques personnes qui le font, mais c'est incroyablement rare de trouver les bonnes personnes qui vont vous déplacer un nid de guêpe. Donc ça n'existe quasiment pas. Il y a des assauts vers lesquels on peut se tourner? Ça se compte sur les doigts d'une main, même pas les assos ou les particuliers qui sont suffisamment fanas de guêpes et qui vont déplacer les nids, parce qu'il faut quand même le faire la nuit, mettre un équipement, parce qu'on s'approche du nid.
En revanche, ça peut rater quand même le fait de déplacer un nid. Ce n'est pas forcément garanti que le nid va repartir ailleurs. Donc, si le nid est suffisamment éloigné de nous, on peut être tranquille. Et en plus, il y a une info importante, c'est que les nids qui sont en hauteur de guêpes, ce n'est pas les guêpes qui viennent à table manger. Celles qui viennent à table chercher de la nourriture, c'est celles qui font des nids dans le sol plutôt. Donc c'est plutôt les nids du sol qui seraient un peu ennuyeux en disant bon ben voilà, effectivement ce nid-là va générer des individus qui peut-être vont venir à table manger la nourriture. Mais je rappelle encore, et c'est vraiment important, quand elles viennent à table, elles en ont strictement rien à faire de vous. Vous pouvez les insulter, les traiter de mouches à merde, les traiter d'abeilles, les traiter de ce que vous voulez. Elles s'en moquent complètement. Vous pouvez leur faire des doigts d'honneur. Elles en ont rien à faire. Elles ne sont pas sur le mode je veux piquer. Donc, bien sûr qu'elles sont culottées, elles s'approchent de nous. Je suis d'accord. Elles rentrent carrément dans notre bulle parfois parce qu'on a mangé un truc, elles s'approchent et tout. Mais effectivement, comme quelqu'un l'a dit, elles ont une sale tête. On se dit à un moment, mais c'est pas vrai, elles cherchent l'endroit où piquer. Non, pas du tout. Tant que vous la laissez, tant que vous ne la prenez pas dans la main, c'est incroyablement rare qu'il y ait un accident avec une guêpe. Elles partent, vous pouvez même la chasser à la main comme ça. Donc le mieux, c'est de la mettre dans. Enfin bon, dans mes livres, je donne plein de petits remèdes pour se détendre un peu de la guêpe. Et alors, peut-être une dernière question, et après on va devoir s'arrêter là, parce que là, vraiment, il est tard. Il y a Mapini qui nous demande si c'est vrai que quand on tue une guêpe, les autres de la colonie, elles débarquent. Non. C'est vrai, alors pas pour une guêpe, et puis surtout on est tellement loin du nid. C'est plutôt vrai ça quand on est près d'une ruche. Là, il y a les gardiennes, et si on en écrase une, il y a des phéromones d'alarme. Et effectivement, les autres ça va énerver encore plus les autres. Mais c'est davantage vrai pour les ruches et à propos des gardiennes. C'est les gardiennes qui vont envoyer une phéromone d'alarme. Donc c'est vrai, mais pas pour les guêpes, pour les abeilles et près d'une ruche. Voilà, mais une guêpe éloignée de son nid et qui est écrasée. Mais en revanche, c'est pas pour ça qu'on doit les écraser. Oui, ça change pas le problème. Merci beaucoup. Merci. On a démystifié pas mal d'idées reçues en tout cas. Alors, tu veux nous rajouter un petit truc? Un petit truc, ouais, si tu peux marquer dans le chat le SPIPOL. Vous allez sur SPIPOL, c'est le suivi photographique des insectes pollinisateurs. C'est un programme de sciences participatives qui demande aux citoyens et citoyennes, à n'importe qui, de prendre les photos des insectes qui viennent sur les fleurs. Parce qu'en fait, tous les insectes qui viennent sur les fleurs sont des pollinisateurs. Et les photos que vous avez faites, en les postant, maintenant il y a l'appli, donc vous pouvez le faire avec votre téléphone. Et en les postant, on va vous aider à les identifier. Donc, si vous êtes fanat d'identification d'insectes, et les insectes qui viennent sur les fleurs, c'est plus de 10-15 000 espèces en France, vous allez enfin vous dire « Ah, ça, c'est une mouche. Ah oui, ça, c'est une punaise. Ah bon, ça, c'est une guêpe. Ah, c'est incroyable. » C'est grâce au SPIPOL. C'est hyper simple. Et en plus, vous aidez les scientifiques du Muséum et de l'OPI qui sont derrière, qui récoltent vos données. Et c'est un des rares programmes de sciences participatives qui est donc fait par des amateurs, qui a vu naître 3 ou 4 ou 5 articles scientifiques dans des revues scientifiques de haut rang grâce aux données des amateurs. Donc c'est vraiment un programme qui marche à fond. L'application SPIPOL qui est dans le chat. Donc les photos des pollinisateurs que vous avez pris, n'hésitez pas à les remettre sur cette application-là pour permettre à l'application de les identifier, de vous aider à les identifier et à donner des données à la recherche participative qui est derrière. Et nous, de toute façon, on va vous laisser un Padlet avec des ressources supplémentaires. On va mettre le lien dans le chat et il y aura le lien du SPIPOL directement sur ce Padlet si vous souhaitez faire un tour sur le site et partager vos photos d'insectes. Voilà, le Padlet a déjà été mis dans le chat, donc n'hésitez pas à récupérer ce lien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous remercie encore 1000 fois, alors déjà de nous avoir suivis et encore plus de nous avoir envoyé autant de photos. On a dû à peu près en voir 1%. Mais c'est vraiment, vraiment fantastique. En tout cas, bravo et merci pour ces super photos. Merci beaucoup François d'avoir partagé cette heure avec nous. On se retrouve pour Confine ta science vendredi prochain à 16h30. Où là, ce sera Maxime, Arnaud et Eva qui vont vous proposer une activité. Alors cette fois-ci, il faudra bidouiller, bricoler, fabriquer des trucs.
pour observer la lumière à travers des plantes et voir ce qu'on peut apprendre quand on observe de la lumière à travers les plantes. Merci beaucoup. Merci à Très tous. bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Merci.